Et on a donc besoin des écrivains pour essayer d'y voir plus clair. Laïla Sebbar, mais aussi Brahim Metiba, puisqu'on parle de ces violences dans votre nouveau récit. C'est votre troisième volet d'une trilogie familiale, La Voix de Papageno. Pourquoi cette fois-ci vous avez opté pour le conte fantasmagorique en vous inspirant, disons-le, de la flûte enchantée de Mozart? Je pense que c'est précisément à cause de cette violence-là et qui ne pouvait pas être dite de façon aussi simple que celle que j'ai utilisée dans les deux premiers volets. Je pense que l'atrocité de ce qui est raconté exigeait une nouvelle forme. Alors c'est l'histoire qui commence dans le théâtre de la ville de Stipra. Il y a le jeune Papageno qui est dans l'admiration éperdue de son frère aîné Tamino, qui lui se trouve sur scène, et toutes les filles en sont amoureuses, en particulier à Nadja, la fiancée de Tamino. Alors Papageno, il l'aime beaucoup lui aussi. Vous mettez en scène une société oppressante avec un discours religieux radical, avec un intégrisme qui pointe et cette emprise sur la société. Papageno, au fond, c'est à travers lui que tout le monde s'exprime, les oubliés de l'histoire, les dominés aussi. Oui, Papageno, c'est celui qui tente de s'en sortir avec de tout petits moyens. Il n'est pas aidé, que ce soit en famille ou par la société dans laquelle il évolue, et il tente de faire entendre sa voix. Alors vous continuez à explorer ce qu'on pourrait appeler l'incommunicabilité, les rapports entre père-fils, mais aussi le poids parfois démesuré de la mère, de la figure maternelle, sauf que cette fois vous utilisez la médiatisation contemporaine des exactions, citons ce groupe, Daesh. Qu'est-ce que ça fait selon vous? Alors là, pour le coup, non pas partir de la grande histoire, j'éviterai d'utiliser petite histoire et grande histoire désormais, mais qu'est-ce que ça change d'essayer de raconter, de faire le chemin inverse en fait, de raconter l'intime en partant de ce flot d'images qui nous entourent et d'exactions? Sensibiliser davantage, probablement, donner quelque chose au lecteur de contemporain, c'est le faire entrer dans quelque chose, ou d'avoir une continuité peut-être aussi entre une réalité qui existe en dehors du livre et ce qui peut se passer en littérature. Alors vous utilisez donc cette médiatisation contemporaine. Il y a d'ailleurs des choses très parlantes, notamment l'emblème de Palmyre qui plane sur ce récit. Oui, tout à fait. Ça, c'est une sensibilité en dehors en dehors de l'écriture et de ma position d'écrivain. Il s'agit aussi d'une présence dans le monde et c'est aussi une sensibilité à ce monde dans lequel je vis. Au fond, on sent bien qu'il est question de la Syrie, de l'Irak, mais avant tout d'ailleurs de liens familiaux et humains. Mais on a le sentiment que vous voulez nous attirer sur quelque chose dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est de ce qui s'est passé en Algérie, de ce qu'on a appelé la décennie noire en fait, avec le terrorisme comme un cri qui serait inaudible à l'époque et qui ressurgit aujourd'hui avec ce que l'on voit un peu au Moyen-Orient. C'est exactement ça. Palmyre est un symbole suffisamment fort et c'est en cela qu'il a été entendu et avec tristesse par le monde entier. C'est un symbole donc de ce qui s'est déjà passé en Algérie à cette époque-là, oui. Leïla Sebbar, à ce sujet, sur ce qu'on voit aujourd'hui en Irak, en Syrie, certains Algériens nous disent en effet parfois, nous, il y a déjà 20 ans, on essayait d'alerter sur ce qu'est le fanatisme et le terrorisme, on n'était pas entendu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, eu l'occasion d'entendre et voire même de dire? Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le lien Ouais. entre ce qui s'est passé dans ces années noires, comme on les appelait, et puis ce qui se passe en Syrie, Irak aujourd'hui. Mm. Et ce qui va, je pense, se passer dans quelques temps.